donc l'heure à laquelle nous devons démarrer cette conférence recherche. Alors je vais tout d'abord vous dire quelques mots sur ces conférences recherche que nous organisons à l'ISTIA depuis déjà quelques années, une dizaine d'années. Ces conférences recherche ont pour but d'inviter 1 à 2 conférenciers, 1 à 2 invités tous les ans, dans le but de dialoguer avec vous, de dialoguer avec la communauté scientifique. Alors ces invités que nous choisissons, eh bien, ce sont en général des experts, des scientifiques qui viennent présenter leurs travaux de recherche dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Donc l'ISTIA, je dirais, a mis en place ce type d'exercice, ne serait-ce que pour nouer des liens assez plus forts avec la recherche à l'université. Donc comme vous l'avez bien vu indiqué, ce sont des conférences recherche. Donc l'idée est bien que nos conférenciers viennent nous expliquer, nous présenter leurs travaux, leurs résultats, parfois un ouvrage, des articles. Et aujourd'hui, nous sommes ravis puisque nous avons le grand plaisir d'accueillir Laurent Gauthier. Laurent Gauthier qui nous vient de l'université de Perpignan et qui est maître de conférence HDR en sciences de gestion. Et il va être accompagné en visio par Nicolas Pépoc, qui est professeur d'université en économie, directeur du département management du tourisme de l'IAE de l'université de Perpignan également. Donc, bien sûr, Nicolas Pépoc prendra la parole tout à l'heure, mais je le remercie dès à présent à distance pour sa présence et tout va bien. Je pense que les étudiants vont te voir et tu nous entends, Nicolas. Donc, merci pour ta présence à distance. Donc, merci beaucoup, Laurent, pour être là aujourd'hui et puis pour avoir accepté de nous parler de tes projets, de tes sujets de recherche qui sont la compétitivité, la performance durable des destinations touristiques. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, bien sûr, parce que c'est Laurent qui va vous en parler. Et ce sera aussi Paul Pichon, que vous connaissez, la plupart d'entre vous, qui est maître de conférence en marketing à l'ISTIA, qui va discuter, animer cette conférence et, je dirais, lancer le débat dans une deuxième partie d'exercice. Donc, merci. Je voudrais déjà aussi formuler un certain nombre de remerciements. Alors, les remerciements vont à l'ISTIA, bien sûr, et au CERTOP. Alors, du silence, ce serait encore mieux. Donc, remercier le CERTOP, qui est un laboratoire de recherche sur l'université, qui soutient ces événements, ce type de manifestation scientifique. Bien sûr, remercier les responsables de formation qui ont bien voulu aussi soutenir, organiser l'intégration de ces conférences dans les agendas. Et merci à tous les étudiants. Alors, nous avons ici dans cet amphithéâtre majoritairement des étudiants de licence tourisme en général, de licence hôtellerie-restauration, de master tourisme et développement, de master TIC appliqué au développement du territoire, du master MIT à Toulouse, du master hôtellerie-restauration pour les premières années. Bref, on va dire un panel d'étudiants ici représentatifs de l'ISTIA au sens large. Donc merci à tous les étudiants qui viennent de Toulouse en bus aussi. C'est un moment important pour nous tous de vous trouver rassemblés dans cet amphithéâtre. C'est un des rares moments de l'année où vous vous retrouvez tous aussi, Toulouse et Foix, autour de l'invitation de conférenciers. Voilà, donc moi je vous ai dit quelques mots là-dessus. Je vais peut-être juste quelques minutes aussi céder la parole à Paul qui va vous donner quelques éléments d'organisation de la conférence. Merci Jacinthe, bienvenue Laurent, bienvenue Nicolas. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. On a beaucoup de plaisir de voir les amphis pleins et effectivement, étudiants de Toulouse, étudiants de Foix, tous ensemble. Donc moi je vais animer la conférence. On va faire très simple, on va démarrer la conférence, on va l'arrêter à 16h. De 16h à 16h30, on vous propose des questions pour alimenter un petit peu le débat. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Ce que je vous propose, moi je vais passer dans l'amphi. Vous dites votre prénom, votre nom et la formation dans laquelle vous êtes. Ce sera plus facile pour qu'on puisse un petit peu vous identifier.
Comme vous le voyez, cette conférence va être filmée. J'en profite pour vous dire que lorsque c'est possible, nous filmons les conférences recherche et nous les mettons sur la page YouTube de l'ISTIA. Comme ça, vous pouvez les regarder après tranquillement. Bien évidemment, pour ceux qui vont faire des mémoires, je parle aux étudiants de M1 de M2, ces conférences recherche peuvent vous aider dans l'élaboration de vos sujets de mémoire. Donc n'hésitez pas aussi, évidemment, à aller voir les travaux de recherche des conférenciers et de vous inspirer aussi de ces conférences. Donc 16h, 16h30, un débat avec la salle. À 16h30, la conférence s'arrête. Pour ceux qui repartent sur Toulouse, le bus il est à 17h. J'ai une dernière remarque à vous faire. Les annonces du gouvernement nous incitent évidemment à la plus grande prudence par rapport au Covid. Gardez bien tous votre masque aujourd'hui en intérieur et les dernières annonces qui sont tombées il y a un petit quart d'heure nous demandent de garder tout le temps les masques en intérieur. Il va falloir encore s'y habituer pendant quelques temps. Merci à tout le monde et bonne conférence, Laurent et Nicolas depuis le Zoom. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là cet après-midi à Foix. Donc c'est un plaisir pour moi d'être devant une assemblée aussi fournie. J'ai compris que les étudiants viennent de Toulouse, d'autres étaient sur place. Donc merci de votre intérêt pour cette conférence que l'on va réaliser à deux avec mon collègue de l'Université de Perpignan, Nicolas Belpoc. Alors, je suis Laurent Botti, je suis maître de conférence habilité à diriger des recherches en sciences de gestion. Je dépends de l'Université de Perpignan et plus particulièrement de l'Institut d'administration des entreprises. Au sein de cette IAE, Institut d'administration des entreprises, nous disposons d'un laboratoire. Je vous ai indiqué le logo de ce laboratoire sur la diapositive qui est à l'écran. Le laboratoire s'appelle le CRESEL. C'est un laboratoire qui travaille sur la thématique du territoire, forcément en lien donc avec le tourisme. Alors, deux autres logos pour boucler cette présentation rapide. Le logo de l'Association française de management du tourisme, dont je suis le trésorier, et dont Nicolas Belpoc, mon collègue, avec moi cet après-midi pour la conférence, et le président. Donc c'est une association scientifique qui regroupe les chercheurs français qui traitent de la thématique du management du tourisme. Nous faisons une conférence chaque année. L'an dernier, elle s'est déroulée à l'Institut Paul Bocuse. Cette année, enfin plutôt l'année prochaine en 2022, elle se déroulera à l'UFR Estula de l'Université d'Angers. Nous avons un site web, afma.org. Je vous invite à vous y rendre et à surveiller l'actualité de la recherche en management du tourisme. Enfin, un dernier mot sur la conférence des formations d'excellence en tourisme, puisque nous avons la chance, sur l'Université de Perpignan et plus particulièrement l'IAE, de disposer du label de la CFET pour le master dont je suis responsable pédagogique, master tourisme. Donc, Nicolas prendra la parole tout à l'heure. Je vais commencer par quelques diapositives me permettant de poser le cadre sur le sujet vaste qui est la compétitivité et la performance durable des destinations touristiques. Si j'arrive à passer la diapositive suivante. Voilà, c'est le cas. Donc, comme je l'ai indiqué, nous sommes, en tant qu'universitaires, rattachés à des disciplines. Pour ma part, il s'agit des sciences de gestion. Pour mon collègue, il s'agit des sciences économiques. Chaque discipline a généralement un ou plusieurs concepts qui sont centraux. Pour nous, en économie et en gestion, le concept central est celui de la performance et de son évaluation.
puisque la définition que l'on peut donner de la science économique, c'est qu'elle cherche à optimiser les ressources d'une économie, et la définition simple que l'on peut donner à la science de gestion, c'est qu'elle s'intéresse à l'optimisation des ressources et donc à la performance des organisations. Donc l'évaluation de la performance, c'est une problématique qui est centrale dans nos disciplines et dans la littérature qui s'y rapporte. Alors le tourisme est à ce moment-là identifié comme un champ d'application. Et dans ce champ d'application, forcément, l'évaluation de la performance est également un sujet crucial. J'ai ajouté dans cette diapositive une citation récente. Elle est tirée d'un article publié en 2019 dans une des principales revues internationales sur le champ du tourisme, qui s'intitule Annals of Tourism Research. Dans cette revue, il y a un article de Vista Lesserli qui indique, je ne vais pas vous lire la citation pour éviter que vous ayez à supporter mon accent anglais, mais je vais juste mettre l'accent sur la fin de la citation, puisque vous voyez bien marqué comme moi, qu'il est indiqué que mesurer la performance est crucial, puisque crucial, on peut traduire ça par paramount en anglais. Donc, dans le secteur du tourisme, l'évaluation de la performance est également un sujet important. Alors, à quelle organisation on s'intéresse quand on traite de la performance? Eh bien, en partie aux OG, organismes de gestion de destination. Et c'est le principal objet de recherche de Nicolas et de moi, donc, puisque nous travaillons beaucoup en équipe. Donc les OGD, qu'on appelle les Destination Management Organization en anglais, vous avez un article de Volger et Pechtaner en 2014 dans la revue Tourism Management qui explicite très clairement ce qu'est un OGD, ce que n'est pas un OGD. Je vous invite à vous tourner vers cet article si vous travaillez sur le secteur du tourisme. Donc les OGD, dit simplement, ce sont des organisations qui ont pour mission de gérer le caractère touristique de leur territoire de compétence. Donc déjà, le premier point important, c'est qu'il faut garder en tête que le périmètre de la destination intervient. Et vous savez qu'en France, cette question du zonage et du périmètre administratif est un vieux serpent de mer, comme on dit, avec justement les différentes strates qui interviennent, le local, le départemental et le régional. Alors, il y a eu du changement. Je pense que vous en êtes informés, mais c'est quand même bon de le rappeler. En 2020, les 3 fédérations nationales qui étaient Office de tourisme de France, la Fédération nationale des offices de tourisme, Destination Région, la Fédération des CRT, et Tourisme et Territoire, la Fédération des ADT, ont fusionné dans une seule fédération qui s'appelle ADN Tourisme. Alors ADN Tourisme est aujourd'hui la fédération qui représente les OGD, quelle que soit leur échelon territorial, en France. J'y reviendrai par ailleurs, puisque avec Nicolas, nous pilotons un programme de recherche pour le compte d'ADN Tourisme, maintenant depuis quelques années. Alors, pourquoi analyser les stratégies des OGD? Alors, il est légitime d'étudier la stratégie des OGD dans la mesure où on considère que le tourisme français est caractérisé par un paradoxe. Nicolas y reviendra en détail tout à l'heure, et ce paradoxe, vous le connaissez, c'est la distinction entre les arrivées massives de touristes en France et les retombées économiques moindres au regard des retombées économiques que sont capables de drainer d'autres destinations qui par ailleurs sont moins attractives. On appelle ça un paradoxe économique et c'est le paradoxe du tourisme français. Vous voyez que je cite Laurent Fabius, 2015, un article que vous pouvez retrouver dans les Annales des Mines, à l'époque où il s'occupait du secteur du tourisme sous la présidence Hollande. Alors ce paradoxe, il a fait beaucoup parler. Il y a eu ensuite
perspectives pour améliorer justement l'efficience du tourisme français, pour améliorer sa performance. C'est donc un sujet qui est bien documenté. J'ai indiqué quelques références, dont un article que j'ai coécrit avec une collègue de Perpignan, Aurélie Corbe, en 2016, et plus précisément, vous le voyez dans la capture d'écran, un article vers lequel je vous invite à aller, qui s'intitule Performance touristique et gestion du territoire français, l'impact de la réforme NOTRe. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette réforme a fortement impacté la réalité des offices de tourisme français, avec pour rappel la réduction du nombre d'offices de tourisme dans un objectif d'économie d'échelle. Les offices de tourisme intervenant aujourd'hui, sauf dans le cas des stations classées, sur simplement, on va dire simplement, les communautés de communes. Donc on estime aujourd'hui à environ 1500 les offices de tourisme en France. Donc c'est quand même une population d'organisations conséquente qu'il faut accompagner, qu'il faut étudier pour améliorer le tourisme français. Alors évidemment, la crise Covid arrive par-dessus ce contexte et donc accentue la réflexion que l'on doit avoir sur les stratégies OGB. Alors j'ai indiqué entre guillemets la nécessaire résilience, parce que la résilience, vous en avez tous une définition, c'est la capacité à revenir dans un état antérieur dit normal. La question reste de savoir si l'état antérieur est normal. Bon, je ferme cette parenthèse, mais c'est un sujet qui fait couler aussi beaucoup d'encre. Donc ce besoin d'analyse des stratégies des OGB, il est accentué. Il est accentué et il implique que les OGB cherchent à se doter d'outils professionnels en gestion leur permettant de piloter leurs actions, comme le font les organisations du monde capitaliste, comme le font les entreprises. Alors, parmi tous les étudiants qui sont là cet après-midi, je pense que certains suivent les enseignements en contrôle de gestion, en audit. Bon, ce sont des démarches qui sont développées dans les entreprises capitalistes, peu dans le monde institutionnel, dans le monde des OGB, et pourtant, la théorie du New Public Management, le nouveau management public, incite ces organisations à adapter des démarches de gestion à leur contexte. On va en parler juste après. Donc les OGB se professionnalisent et ils souhaitent disposer d'outils pour pouvoir améliorer leurs actions. Donc c'est ça notre projet de connaissance au sein de notre laboratoire. C'est-à-dire qu'on cherche à créer des outils intellectuels qui vont permettre aux OGB d'agir sur leur territoire et on cherche à leur permettre de diminuer leur incapacité à se projeter à long terme. Et il y a une phrase célèbre d'un stratège, Philippe Aumar, qui dit que donc pour ne pas être gouverné par la non-stratégie, l'évaluation est cruciale. Alors, ça c'est une première partie du contexte. Il y en a une seconde qui est plus problématique. Parce qu'en fait, il y a un mais. Comment va-t-on faire pour atteindre cet objectif? Et quelles sont les contraintes que l'on doit résoudre pour atteindre cet objectif qui, je répète, consiste à créer des outils permettant aux OGB d'améliorer leurs pratiques sur un champ continu. Donc premièrement, première contrainte, le phénomène touristique est complexe. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que les motivations des touristes sont nombreuses et multiples, et parfois elles agissent en symbiose. Aujourd'hui, devant vous, suis-je un touriste? Ma nuitée d'hier à l'hôtel en centre-ville de Foix est considérée comme telle. Bon, le phénomène touristique est complexe. Quand on s'intéresse à la performance touristique, à ce moment-là, ça rajoute un niveau de complexité. Par exemple, dans le cas d'une entreprise touristique, le cas d'un hôtel, comment mesurer sa performance? Et surtout sa performance, quels sont les facteurs qui l'expliquent? Un hôtel est-il performant parce qu'il est attractif en lui-même, compétitif, ou parce qu'il est positionné sur une destination qui lui apporte toute sa clientèle? Alors il y a un article dans la revue Tourism Management qui traite
de cette question, je vous ai mis la capture d'écran de la part, c'est un article de collègues d'Espagne, Alicante. Donc cette complexité, il nous faut l'organiser. Et pour cela, on a besoin de modèles. Alors les modèles, mon objectif est que vous partiez à la fin de la conférence avec quelques idées en tête, et notamment celle-ci. Des modèles relatifs à la compétitivité touristique, il y en a deux à connaître. Tout d'abord, il y a le modèle de Ritchie et Crouch, qui sont deux célèbres chercheurs en management du tourisme, qui en 2003 ont produit le modèle que vous avez à droite sur ma diapositive. Alors, évidemment, je ne l'ai pas mis en grand écran parce qu'il est complexe ce modèle. Son objectif est d'expliquer les différents facteurs de la compétitivité, mais si vous allez sur Google, vous le trouverez très facilement. Alors ce modèle, justement, il explique tous les facteurs qui interviennent. Nicolas y reviendra ensuite, parce que nous, notre objectif, c'est justement d'opérationnaliser ce modèle. On arrive à le faire, mais en faisant face à certaines contraintes. On y reviendra. Deuxièmement, le second modèle que vous devez connaître à partir de maintenant, c'est le modèle du World Economic Forum, ou WEF, qui est en bas à droite dans ma diapositive. Donc c'est un modèle qui a l'avantage d'être, lui, opérationnalisé par un forum économique mondial lui-même, dans le cadre d'un indice de compétitivité, mais qui est appliqué uniquement au pays. Donc le forum économique mondial produit un indice de compétitivité touristique qui concerne les 140 pays qui participent à ce club qu'est le forum économique mondial. Alors nous, notre problématique en tant que chercheurs, c'est que, vous l'avez compris, quand on s'intéresse ensuite aux OGD et qu'on veut les accompagner dans le diagnostic de leur compétitivité et de leur performance, il nous faut un modèle. Les modèles, ils existent, mais les modèles ne sont pas adaptés à un contexte, comme je l'ai marqué dans la diapositive, infranational, c'est-à-dire à un niveau local, par exemple. Parce que dans ces modèles, on va retrouver des facteurs, comme le taux de change, par exemple, sur lequel les OGD n'ont aucune prise. Donc les données qui correspondent à ces données, qui correspondent à ces modèles, pardon, et notamment les données du World Economic Forum, que vous pouvez trouver très facilement sur le web, eh bien ces données, elles ne sont pas utilisables. On ne peut pas les utiliser parce qu'elles sont inadaptées à l'échelon et au périmètre d'action des OGD. Donc voici trois premières contraintes. La quatrième contrainte concerne les OGD eux-mêmes. Je devrais dire en bon scientifique l'ontologie des OGD, c'est-à-dire l'essence même de cet objet de recherche. Qu'est-ce qu'un OGD? En fait, un OGD, c'est un objet de recherche très particulier. Tout d'abord parce que les missions des OGD sont nombreuses. Et ces missions sont même amenées actuellement à évoluer. On parle par exemple de la nécessaire gestion des flux de touristes locaux. J'ai d'ailleurs indiqué tout ceci entre guillemets parce que c'est parfois interpellant de mettre ensemble touristes et locaux. Bref, cette mission qui est nouvelle pour les OGD, elle s'ajoute à d'autres missions que j'ai reprises en bas à droite dans la diapositive. Alors sans toutes les lister, vous avez la promotion, vous avez l'accueil, vous avez l'observation économique, d'accord, dont on parle ici, sur la compétitivité et la performance. Alors en plus de cela, eh bien, appliquer la logique de la gestion à l'OGD, ça a une implication, c'est qu'on considère à ce moment-là que le fonctionnement d'un OGD est le même que celui d'une entreprise capitaliste. Or, ce n'est pas le cas, parce qu'un OGD, même si on peut le considérer comme le haut de la pyramide hiérarchique d'une destination touristique, il n'a pas de lien hiérarchique avec les prestataires qui accueillent les touristes et qui font vivre l'expérience touristique. Donc, tout ceci, on l'explique en détail avec mon collègue et avec Cécile Clergeau de l'Université de Nantes dans un chapitre de l'ouvrage que vous avez en haut à droite sur la diapositive qui s'intitule La recherche en management du tourisme, édité par Gilbert et sorti en 2019. Donc certains auteurs comme Morgan en 2012 indiquent que les OGD sont en fait uniquement des stewards, uniquement des organisations aptes à accueillir les touristes et pas forcément à piloter, à instruire une stratégie et à proposer un développement. Bon, on préfère considérer que ce sont des managers et on préfère
considérer qu'ils sont à la recherche d'outils leur permettant d'optimiser leur pratique. Je donne un exemple. Vous voyez en bas à droite une photo, c'est une campagne de communication de OTB en Bretagne, Office de tourisme de Bretagne, la fédération, qui, avec la région Bretagne, a communiqué en région parisienne pour inciter les Parisiens à visiter la Bretagne et aussi à venir s'y installer pour y travailler. Donc en plus, aujourd'hui, avec la crise que nous vivons, les OGB se retrouvent face à des missions pour lesquelles ils n'ont pas forcément les outils, les compétences à la base, à savoir travailler aussi sur l'attractivité économique de leur territoire. Donc, 4 contraintes. 4 contraintes qu'on doit garder en tête quand on étudie l'évaluation de la performance et de la compétitivité des destinations. Alors, ce que l'on fait en général dans cette situation, quand on est face à des contraintes, en tant que chercheur, on se plonge dans ce qu'on appelle la littérature. C'est-à-dire dans les références, dans les revues de recherche, et on essaie d'identifier des pistes, un cadre de travail. Donc, que dit la littérature sur la performance? Quel est l'état de l'art, en quelque sorte? Première information, tout d'abord, l'indicateur de performance est une information quantitative. Donc là, vous imaginez bien qu'à un moment donné, on va aller vers des outils techniques permettant de mesurer. Ces outils techniques se développent de plus en plus pour prendre en compte la complexité, on va y venir. Donc, cette information quantitative, elle est nécessaire à la prise de décision. Donc, si on veut aider un décideur, il faut qu'on sache pourquoi l'aider. Et là, le pourquoi l'aider, il est bien documenté. Lorino dit en 2003, attention, l'évaluation, c'est pas un objectif en soi. L'évaluation est là pour permettre à l'entreprise de progresser. Ça a une implication, le fait de dire ça. L'implication est la suivante. Cela signifie que les objectifs, les indicateurs de performance, doivent être fixés, doivent être construits en fonction de la stratégie de l'organisation. Et quand on s'intéresse aux OGB, eh bien, c'est une situation particulière parce que qui fixe la stratégie des OGB? Souvent, le pouvoir politique, qui justement gère la strate administrative, la strate géographique qui correspond à l'OGB. Donc ce lien entre stratégie et action, il est à prendre avec des pincettes dans le cadre des OGB, on y reviendra. Donc la conclusion de ces quelques éléments de littérature est la suivante. Le développement d'un système de mesure doit être considéré comme d'une part complexe et d'autre part contingent, c'est-à-dire adapté aux entités que l'on va étudier. Alors, ceci nous permet de mettre en place ensuite des outils qui vont être multicritères. J'ai surligné le mot dans ma diapositive. Ça, c'est pour traduire la complexité. Cette complexité, elle implique que les outils que nous utilisons sont multicritères. Alors, ça correspond à une littérature bien fournie, les outils multicritères. Je cite par exemple Banker et ses co-auteurs en 2000. Et nous allons devoir adapter ces outils pour qu'ils tiennent compte des particularités du secteur qu'est le tourisme. Je vais passer la parole à Nicolas, qui va vous montrer en détail certaines de nos recherches, certaines de ses recherches sur le sujet. Et ensuite, j'enchaînerai pour vous présenter un programme de recherche qui s'appelle le dispositif pilote, que je gère avec la fédération ADN Tourisme. Donc je vais passer la parole à Nicolas. Je vais couper mon partage. Et normalement, Nicolas va pouvoir partager son écran. Bien, bonjour à tous. Donc, pour faire suite à ce que vient de dire mon collègue Laurent, je vais donc rebondir sur la question de la mesure de la performance en vous montrant dans quelle mesure on peut faire l'évaluation de la performance concrètement, d'un point de vue économique et matériel. Des cas qui vont suivre justement des découpages à l'échelle administrative pour les territoires. Et en vous montrant ce qu'on arrive déjà à faire, ce qui se fait assez couramment dans la littérature scientifique, ça lui permettra ensuite à lui d'approfondir avec notre convention de recherche avec ADN Tourisme, comme il l'a souligné, et donc d'aller sur le niveau
aussi à l'échelle territoriale et notamment donc, locale. Donc la mesure de la performance, c'est quelque chose de complexe, ça a été déjà souligné. Mais pourquoi? Parce que la performance est un concept multidimensionnel. D'une part, il y a plusieurs manières d'aborder la question de la performance, comme l'a dit Laurent. Il y a les aspects liés au contrôle de gestion, à l'audit et autres. Mais il y a également d'autres aspects, on peut parler de performance marketing, performance économique, etc. Donc, dès qu'on utilise ce concept de performance, il faut tout d'abord bien définir ce qu'on entend par performance. Moi, je vais vous présenter donc une mesure de la performance sous un angle économique et donc plus précisément sous celui de l'efficience. Alors l'efficience, en économie, c'est un concept qui a été produit notamment à travers le critère de Pareto. Laurent a expliqué en introduction que l'économie, c'était la science qui s'intéressait à la gestion des ressources, à l'optimisation des ressources. Oui, dans la mesure où l'économie va chercher à savoir si les choix, décisions qui sont effectués et que l'on constate, est-ce que ces choix et ces décisions sont efficientes ou non. Alors donc, ce concept d'efficience, il convient bien évidemment de distinguer de celui d'efficacité. Ce sont souvent deux termes utilisés pour dire la même chose, alors qu'évidemment, s'il y a deux termes, c'est techniquement, il y a deux sens. Donc on entend par efficience l'articulation entre les moyens utilisés, les ressources utilisées, engagées et les résultats obtenus. Donc l'efficience s'apparente à une mesure de productivité. Et c'est de cette manière, à travers ce qui va suivre, que je vais aborder la question de la performance, donc sous l'angle de l'efficience. Alors pourquoi ces questions de calcul de performance et d'efficience sont importantes? Je rebondis à nouveau sur le cas du paradoxe du secteur touristique français. Donc pour bien cerner ce paradoxe, il faut se placer à l'échelle internationale, puisque quand on parle de paradoxe du secteur touristique français, on parle du tourisme international. La France, donc, comme vous savez, est le pays le plus visité au monde lorsqu'on raisonne en nombre d'arrivées de touristes internationaux, avec entre 85 et 90 millions d'arrivées de touristes internationaux, si on prend les dernières statistiques disponibles avant, évidemment, la pandémie que nous traversons actuellement. Bon, il se trouve que lorsqu'on prend les séries longues, sur plusieurs années, même sur plusieurs décennies, la France a toujours été placée en première position en raisonnant sur le nombre d'arrivées de touristes internationaux. Mais en revanche, elle ne s'est jamais située en première position au classement des recettes du tourisme international, appelé également dépenses touristiques, puisque les dépenses et les recettes, économiquement, ça revient à la même chose. Or, on le sait, le nombre d'arrivées de touristes et les recettes touristiques sont deux des indicateurs les plus utilisés, les plus connus et les plus pertinents pour mesurer la demande touristique, notamment au niveau international, dans les études disponibles. Donc, lorsqu'on met en perspective ces deux indicateurs pour le cas de la France au niveau du tourisme international, on fait apparaître un paradoxe. Pourquoi? Parce que c'est une forme d'inefficience. Dans la mesure de l'efficience et l'articulation des moyens engagés, utilisés et des résultats obtenus, en mettant en perspective ces deux indicateurs, les recettes touristiques, on les obtient comment? On les obtient avec les arrivées de touristes. Là, on voit bien qu'avec plus d'arrivées de touristes, on est les premiers sur ce critère, on génère relativement moins de recettes touristiques que d'autres destinations comme les États-Unis et l'Espagne qui occupent les deux premières positions. Donc, c'est avant tout, cela montre avant tout le problème de performance de la France dans son secteur touristique, qui est une forme d'inefficience. Sans rentrer dans le détail des chiffres, il faut savoir quand même que les États-Unis génèrent environ 3 fois les recettes touristiques de la France en moyenne sur les dernières années. Voilà. Donc, ça pose évidemment des questions. Comment, pourquoi? Il y a des causes qui permettent d'expliquer ce paradoxe, une série de mesures qui ont été entreprises, notamment suite aux assises du tourisme qui sont tenues en 2014. Laurent l'a un petit peu abordé dans les diapositives précédentes. On ne va pas rentrer là-dedans, mais voilà, la question de la mesure de la performance reste centrale, puisqu'elle permet de faire des différentiels de performance entre des destinations touristiques
ou entre donc, les OGD, c'est-à-dire les organismes de gestion de destination, quelle que soit l'échelle territoriale à laquelle on raisonne. Donc cet exemple qui est bien connu est un exemple parmi tant d'autres qui permet de justifier l'importance de s'intéresser aux mesures de performance sur le secteur touristique. Alors, au cadre méthodologique, je rebondis également le modèle de Ritchie et Crouch que Laurent a rapidement introduit précédemment. Au-delà donc des limites qu'il a mentionnées, il se trouve que ce modèle, à l'échelle internationale, nationale, voire régionale, dès que les territoires de destination touristique les étudient économiquement en suivant un découpage purement administratif, c'est critiquable puisque les frontières des territoires touristiques ne suivent pas les frontières des territoires administratifs, mais comme on le verra, économiquement, on contraint puisque c'est ce qui nous permet, dans bien des cas, de récolter les données qu'on va utiliser pour les analyses. Donc ce modèle de Ritchie et Crouch sur la compétitivité des destinations touristiques, c'est le modèle qui fait autorité dans la littérature, puisqu'il y a une assise purement scientifique et académique, contrairement par exemple au modèle du WEF, que Laurent a également mentionné. Et donc ça reste quand même le plus utilisé à l'heure actuelle pour s'intéresser à la question de la performance et de la compétitivité des destinations touristiques. Donc j'ai présente ici la définition chez Crouch dans l'introduction de leur ouvrage de 3, la définition ici traduite de l'anglais, où on peut constater que parler de destination performante dans le sens durable selon Ritchie et Crouch, on va dire 4 éléments principaux. Un premier élément, une première dimension économique, à travers donc les dépenses touristiques. Donc il convient d'avoir de bonnes recettes touristiques au niveau de la destination. Un aspect satisfaction du consommateur, qui parle ici de la satisfaction aux visiteurs, c'est-à-dire aux touristes, à la notion de satisfaction, d'expérience. Donc là, on parle bien avec notamment tous les enseignements que vous avez en comportement du consommateur, en marketing et autres. Une troisième dimension relative au bien-être des résidents, une problématique très importante également sur le secteur du tourisme, avec toute une littérature au niveau du bien-être des résidents, l'équilibre à trouver entre tourisme, population locale et autres. Et enfin, quatrième et dernière dimension, qui est la partie environnementale, puisque il faut être en mesure, par simple, de répondre aux besoins des touristes présents, tout en étant en capacité de répondre demain aux besoins des touristes futurs. Donc là, c'est la partie évidemment tourisme durable. Donc il y a vraiment ces quatre grandes dimensions, recettes touristiques, satisfaction des touristes, bien-être des résidents et durable, donc environnemental, qui sont fondamentaux dans le modèle de Crouch. Alors Laurent nous a rapidement proposé une représentation de ce modèle. Ceux qui en ont déjà entendu parler, c'est effectivement un schéma assez connu, c'est le schéma qu'ils proposent dans leur ouvrage, un petit peu partout, et qui donc, en prenant en compte ces 4 grandes dimensions, on ne va pas rentrer en détail dedans, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais Ritchie et Crouch décline, on va dire, 5 grands facteurs de la compétitivité, eux-mêmes déclinés en sous-facteurs, on obtient une trentaine de critères, une trentaine de sous-facteurs qui permettent d'expliquer la compétitivité des destinations. On va revenir plus en amont, un mot sur le fondement de ce modèle se base, afin d'obtenir ces 4 grandes dimensions, sur 2 grands cadres théoriques. Alors, d'abord un cadre assez ancien qui remonte, c'est celui des avantages comparatifs de Ricardo. Ricardo qui a introduit en 1817 les avantages comparatifs économiques, qui venaient, ces avantages comparatifs, après l'introduction par Adam Smith des avantages absolus. Donc juste un mot là-dessus, peut-être pour ceux qui n'ont pas fait trop d'économie auparavant. Lorsque une destination, on va appliquer ça au cas des destinations, si une destination n'avait pas d'avantage absolu,
simple, qu'elle n'était pas compétitive donc, dans sa production. Si on suit le cadre des avantages absolus d'Adam Smith, il parlait de nation, une nation qui n'avait pas d'avantage absolu ne pouvait pas participer à l'échange avec les autres nations. Si on avait deux nations, une avait un avantage absolu et l'autre un autre avantage absolu sur l'un et l'autre de biens, là il n'y a pas de problème. Nos deux nations vont échanger. Par contre, le problème se pose quand une nation n'a aucun avantage absolu sur la production d'aucun des biens. Et c'est là donc que Ricardo a introduit les avantages comparatifs en disant, très simple, que même si une nation n'avait pas d'avantage absolu, elle avait quand même intérêt à participer à l'échange en produisant et en échangeant le bien sur lequel elle a le moins grand des avantages, parce qu'elle n'a aucun avantage absolu dans cette perspective. Et donc, c'est ce que Ritchie et Crouch disent comme cadre théorique, comme fondement de leur modèle, dans le sens où ces avantages comparatifs, qu'est-ce qu'ils vont prendre en compte au niveau des destinations touristiques, ça va caractériser les dotations des destinations en ce qui concerne leurs ressources touristiques. Par exemple, les attraits touristiques. Par la compétitivité des destinations, les destinations sont composées d'une ou plusieurs attractions touristiques. L'attraction touristique, c'est un concept qui a été introduit dans la littérature par en 1987 dans la revue Annals Tourism Research. Et l'attraction touristique, c'est l'élément, ce sont les éléments qui poussent du tiers aux touristes en dehors de leur environnement habituel. C'est-à-dire qu'au-delà des contraintes classiques de temps, de revenus et autres, c'est vraiment pourquoi et comment les touristes vont choisir telle ou telle destination. C'est en fonction des attractions. Et donc avec les avantages comparatifs de Ricardo, le modèle de Ritchie et Crouch va prendre en compte une dotation de la destination en matière de ressources. Les destinations sont plus ou moins bien dotées à la base en ressources touristiques. Il y a des destinations qui sont très connues, plus ou moins connues par rapport à ces attractions, mais ensuite, c'est pas la dotation de base qui va donner la performance et la compétitivité. Quelque part, sinon on retomberait un petit peu dans le cadre des absolu appliqué au tourisme d'Adam Smith. Non, ce qui va ensuite être important, c'est la manière dont les décideurs, ces fameux OGD dont parlait Brandy, la manière dont ces décideurs ils vont utiliser et déployer leurs ressources, les fameuses attractions touristiques, notamment. Il n'y a pas non plus de ressources que les attractions touristiques. Et donc, pendant l'utilisation de ces dotations en ressources dans les destinations, c'est ce qui va cadrer en même temps avec une autre théorie que vous connaissez bien, qui est celle des avantages compétitifs de porteurs, notamment sur le modèle de force, etc. Voilà. Donc, ce sont vraiment les deux théoriques utilisées par Ritchie et Crouch pour décliner leur modèle de compétitivité durable des destinations touristiques. D'une part, les avantages comparatifs de Ricardo, d'autre part, les avantages compétitifs de porteurs. On obtient donc que c'est la capacité d'une destination à déployer les ressources qu'elle détient à la base. Donc on est vraiment sur un cadrage théorique à la fois économique et stratégie avec Ricardo et porteur. Et donc, on souhaite mesurer, encore une fois, la manière dont ces destinations ont utilisé et déployé les ressources. Et encore une fois, de manière assez simple, on retombe sur ce fameux critère d'efficience, à savoir l'articulation entre les ressources utilisées et les résultats obtenus. On va s'intéresser à comment ces ressources sont utilisées, afin d'expliquer pourquoi, à l'arrivée, les destinations obtiennent tel ou tel résultat. Donc la mesure de l'efficience est assez naturelle lorsqu'on prend comme cadre théorique et méthodologique le modèle de compétitivité des destinations de Ritchie et Crouch. Afin de mesurer cette efficience, on dispose donc de différents outils, et juste avant de céder la parole, mon collègue a parlé de l'approche multicritère. Effectivement, toute une famille de méthodes multicritères disponibles dans la littérature, qui appartiennent au sens large de ce qu'on appelle l'aide à la décision. Parmi différents outils, on trouve notamment la méthode des lois. On trouve également d'autres techniques telles que la méthode ELEC, Top 6 ou autre. Voilà. On reste de manière générale dans ce qu'on appelle l'approche
à la décennie. Donc la méthode des méthode qui a été introduite à la fin des années 70 et au début des années 80, plus précisément en 1978 par Charles Cooper et Rod, et en 1984 par Banker, Charles et Cooper. Et cette méthode permet de faire du calcul de performance à travers la notion d'efficience, et plus précisément du calcul de performance relative. Alors là aussi, c'est très important. C'est pour ça que ça s'inscrit bien dans ce que l'on souhaite faire, c'est-à-dire l'analyse de la compétitivité des destinations, puisqu'on n'est pas dans une mesure de performance absolue. Bon, déjà, qu'est-ce que la performance absolue? C'est très difficile de répondre à cette question. On est dans du calcul de performance relative, c'est-à-dire on va comparer les destinations les unes par rapport aux autres. Et cette méthode, la méthode BEA, donc qui signifie en français analyse par enveloppement des données, permet de faire du calcul de performance, du calcul d'efficience relative. Alors cette méthode, on va le voir, elle présente de nombreux avantages. C'est tout d'abord une méthode qu'on a toujours tendance à se rappeler, à dire c'est un outil, une méthode opérationnelle, un outil opératoire. Pourquoi? Parce qu'il contient très peu d'hypothèses restrictives. À titre comparatif, et sans rentrer dans les détails, si vous avez par exemple vu dans vos cours de statistiques des approches fondées sur la régression, ou pour ceux qui sont allés un petit peu plus loin techniquement, si vous avez entendu parler des approches économétriques. Bon, ben, toutes ces techniques nécessitent de respecter un certain nombre d'hypothèses, et parmi ces hypothèses, deux hypothèses que la méthode BEA va facilement surmonter. D'une part, quand on utilise donc les approches traditionnelles fondées sur la régression, on vient de supposer a priori une forme fonctionnelle d'un point de vue statistique, c'est-à-dire une forme mathématique à modéliser donc, le phénomène que l'on étudie. Il existe différentes formes fonctionnelles, autant qu'il existe de fonctions mathématiques. Ça ne va pas être du tout le cas dans la méthode qu'on va présenter, qui est une méthode donc, opérationnelle, qui n'aura pas besoin de supposer a priori des formes fonctionnelles, que ce soit simples, R ou affines, des formes de groupes. De plus, lorsqu'on étudie un phénomène, nous on va s'intéresser à la compétitivité, à la performance. Laurent parlait d'approches multicritères. Ces approches traditionnelles fondées sur la régression, que vous connaissez, d'ailleurs on utilise plusieurs variables explicatives qu'on appelle des variables exogènes pour à l'arrivée expliquer un seul phénomène, c'est notre variable à expliquer qu'on appelle également variable endogène. C'est-à-dire qu'on prend en compte plusieurs facteurs pour expliquer un phénomène donné. La méthode BEA, elle, va permettre de nous laisser la possibilité de prendre en compte plusieurs critères dans ce que l'on cherche à expliquer, notamment la performance. La performance en tourisme, on verra, il y a plusieurs indicateurs qui nous permettent de mesurer à l'arrivée la performance. Et nous, on va pouvoir prendre en compte à la fois plusieurs indicateurs et ne pas se limiter à un seul indicateur, comme le font les approches traditionnelles fondées sur la régression. C'est vraiment un outil très opérationnel qui permet de bien répondre à ce que l'on cherche à faire ici, à savoir la compétitivité des destinations. On vient de préciser également que cette méthode s'inscrit dans une logique de benchmarking. Alors, le benchmarking, c'est l'identification des meilleures pratiques. Là aussi, on est bien dans cette logique d'analyse comparative de la performance, de l'efficience, puisqu'on va comparer les destinations les unes par rapport aux autres et on va chercher à identifier les meilleures pratiques, ce qu'on appelle les meilleures, c'est-à-dire les plus performantes. Donc, on s'inscrit dans une démarche de benchmarking, et plus précisément, ceux qui ont entendu parler de benchmarking, dans un cadre précis de benchmarking concurrentiel et externe, puisqu'on est avec cette question de la compétitivité entre les destinations que l'on compare. Enfin, cette BEA, on l'utilisera à travers, on va y voir des modèles, notamment en deux étapes, pour faire simple, parce que je vais y revenir après. Dans une première étape, il s'agira via la méthode d'obtenir la performance des destinations que l'on compare, les niveaux de performance. C'est notre première étape. Et dans une deuxième étape, on va chercher à expliquer cette performance. Et pour expliquer cette performance, là, on dispose de différents outils, des outils complémentaires également fondés sur la régression, ou encore des tests d'indépendance,
c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'il y a deux temps. Premièrement, on obtient le niveau de performance de toutes les destinations que l'on compare, c'est une première étape. Et dans une deuxième étape, on cherche à expliquer ces différentiels de performance et on va voir comment. Alors, pour obtenir rapidement nos niveaux de performance dans la première étape, il convient de définir ce qu'on appelle une technologie de production pour les destinations que l'on va comparer. Alors, ces destinations touristiques sont pour nous, en management du tourisme, des exemples de DMU. DMU, ça vient de l'anglais Decision Making Units, c'est-à-dire que ce sont tout simplement des unités de décision. Une unité de décision, la DMU, c'est le terme générique qu'on utilise pour parler des unités que l'on va comparer, qui peuvent être des destinations touristiques, mais qui pourraient être les travaux sur les stations de ski, les travaux directement sur les établissements hôteliers, pour ne prendre des exemples que du secteur du tourisme, car c'est une technique, une méthode qui peut s'appliquer à n'importe quel secteur d'activité. Donc on va comparer des unités qui pour nous seront les destinations touristiques selon différentes échelles territoriales. Pour comparer ces destinations, il nous faut définir en amont ce qu'on appelle une technologie de production. La technologie de production, pour faire simple, c'est le processus de production qui est, entre guillemets, géré, managé par la destination, c'est-à-dire par le décideur, par l'OGV. C'est-à-dire qu'il va falloir identifier ce qu'on appelle les inputs et les outputs, sachant que les inputs sont les ressources, les facteurs de production utilisés par les destinations, et les outputs, ce sont leurs résultats. Résultats comme à travers un nombre d'arrivées de touristes, un nombre de nuitées, les recettes touristiques ou autres. Et donc on est dans cette logique telle que une unité utilise des facteurs pour arriver à produire ce qu'on appelle des inputs. On utilise des inputs pour produire des outputs. Donc vous avez un exemple très simple sur le graphique de droite, où on compare des stations qui sont représentées par un point en noir, qui utilisent une certaine quantité d'inputs, par exemple de ressources touristiques, et qui à l'arrivée obtiennent un certain résultat en matière d'input, c'est-à-dire par exemple une fréquentation touristique. Sachant que lorsqu'on fait le choix de ces variables, ces inputs et ces outputs, l'avantage c'est que dans la méthode BEOR, on va pouvoir prendre en compte à la fois plusieurs inputs et surtout plusieurs outputs. C'est l'avantage de la méthode par rapport aux approches traditionnelles, on en a parlé précédemment. Et d'un point de vue économique, on le sait, si on veut correctement représenter les phénomènes que l'on étudie, il nous faut prendre en compte au moins deux grands types de facteurs qui sont censés refléter ce qu'on appelle les facteurs travail et les facteurs capital en économie. Alors sur le graphique de droite, vous avez un exemple d'application de la méthode BEOR, où lorsqu'on compare ici, donc par exemple, ces trois destinations qui sont donc en concurrence, qui utilisent des niveaux différents des ressources touristiques et qui à l'arrivée obtiennent une fréquentation touristique différente. Bon, ben, pour les comparer, c'est pour ça que la méthode BEOR s'appelle l'analyse par enveloppement de données. Pour faire très simple, on va identifier ce qu'on appelle, ce qui est en couleur, on a les deux exemples ici en bleu et en rouge, on va identifier ce qu'on appelle une frontière de production, une frontière d'efficience. Alors pourquoi frontière d'efficience? On a déjà introduit la notion d'efficience, parce que la frontière est par définition efficiente, dans le sens où lorsqu'un point est sur cette frontière, ben, il est forcément efficient. C'est-à-dire qu'il fait partie des plus performants. Donc on identifie une frontière de production, ici en bleu ou en rouge, et on va envelopper l'ensemble des données, c'est-à-dire l'ensemble des observations. Voilà pourquoi ça s'appelle analyse par enveloppement de données. Parce qu'on identifie une frontière d'efficience constituée des meilleures pratiques, c'est-à-dire des destinations ici les plus performantes, et on enveloppe toutes les autres destinations que l'on compare. Ensuite, là, vous avez un exemple de deux frontières d'efficience différentes selon le modèle BEOR qu'on utilise, puisqu'il en existe plusieurs. Pour faire simple, ici, vous avez en bleu une frontière d'efficience qui correspond à des rendements d'échelle constants, c'est-à-dire lorsque la relation entre l'accroissement des outputs et l'accroissement des inputs est exactement proportionnelle. Et vous avez en rouge une frontière d'efficience avec une hypothèse sur les rendements d'échelle qui est différente, à savoir des rendements d'échelle variables, tantôt croissant puis constant puis décroissant, lorsque la relation entre l'accroissement des ressources et l'accroissement des inputs est plus que proportionnelle. Moi
Et les unités frontières, elles vont être performantes dans le sens où elles auront un score de 100% d'efficience, très simple à interpréter. Et celles qui seront inefficientes, c'est celles qui ne se situeront pas sur la frontière. On va mesurer l'inefficience de, par exemple, ce point, ici, comment? À travers la distance qui sépare le point de la frontière. Évidemment, plus l'écart, plus la distance entre le point et la frontière sera importante, plus l'unité en question, plus la destination ici sera inefficiente, c'est-à-dire plus elle aura un problème de performance. Sachant que pour mesurer l'écart en distance entre qui sépare un point, donc une destination touristique, et les meilleures pratiques, alors on peut se déplacer, on le voit ici, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Si vous vous déplacez à l'horizontale, économiquement, c'est que vous cherchez combien vous pouvez économiser sur vos ressources tout en obtenant le même résultat. C'est-à-dire qu'économiquement, vous êtes dans une logique de minimisation du coût. Si on se déplace à la verticale, on cherche combien on peut obtenir en plus sur le coût, c'est-à-dire combien on peut améliorer notre résultat, tout en utilisant la même quantité de ressources. Ce qui signifie qu'économiquement, on est sur une logique de maximisation de la recette. Donc de manière un petit peu symétrique de mesurer l'efficience et l'inefficience, qui, dans tous les cas, correspondent à un comportement rationnel économique de maximisation du profit, parce qu'économiquement, le profit est défini par la différence entre la recette et les coûts. Donc on peut obtenir une maximisation du profit, soit en passant par l'un ou par l'autre. Ça correspond ici aux deux manières de mesurer les écarts entre l'unité et les meilleures pratiques. Donc on va obtenir avec une technique qui fonctionne mathématiquement avec ce qu'on appelle la programmation linéaire. Avec cette méthode DEVA, basée sur la programmation linéaire, on va obtenir un score d'efficience qu'on pourra facilement interpréter, notamment par rapport à 100%. 100%, c'est-à-dire un score de 1 caractérisant les destinations pour nous qui sont sur la frontière, c'est-à-dire meilleur par rapport aux autres. Et ensuite, dans une deuxième étape, on va chercher à expliquer pourquoi on a ces différentiels, ces écarts de performance parmi plusieurs unités sur un échantillon donné, c'est-à-dire par exemple entre les destinations touristiques et produits. Et donc on a plusieurs techniques pour expliquer ces différentiels de performance. Il y a plusieurs méthodes. On a tout d'abord l'utilisation possible, premièrement, de tests d'indépendance, où l'on va chercher à tester l'appartenance à un groupe ou à une catégorie des unités, c'est-à-dire des destinations dans notre échantillon, selon que les destinations appartiennent à tel groupe ou à telle catégorie. On va chercher à savoir si ça a une relation de dépendance ou d'indépendance avec la performance que nous avons calculée dans un premier. Alors ces groupes, ces catégories, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, si les destinations touristiques, lorsqu'on les compare, certaines destinations ont des labels qualité, ont des labels environnementaux et d'autres non. Là, on identifie donc plusieurs groupes, plusieurs catégories. Et donc, avec des tests d'indépendance entre l'appartenance à un groupe et les résultats de performance, eh bien, on va pouvoir facilement identifier s'il y a une relation de dépendance ou non. Autre approche, sur la régression, en variable endogène, c'est-à-dire en variable à expliquer, on va prendre notre score de performance qu'on a obtenu dans la première étape et on va identifier toute une série de facteurs contextuels et environnementaux qui vont caractériser nos variables explicatives. Ces facteurs vont être, par exemple, des facteurs économiques, des facteurs liés à la gouvernance, des attractions touristiques pour la destination. On va le voir, par exemple, des destinations qui possèdent un littoral, celles qui n'en ont pas, les destinations qui possèdent des montagnes, des produits ski ou autres. Et donc on va tester ces formes de régression, de techniques dérivées de régression, et les impacts de telle ou telle variable sur le niveau de performance. Alors peut-être pour être plus près, je vais terminer en vous donnant un exemple de construction plutôt axée sur des technologies de production. Donc ce sont deux articles que j'ai effectués en collaboration avec des chercheurs d'universités chinois. Sur les destinations à l'échelle des provinces chinoises, deux articles dans la revue internationale Toulouse, et un autre qui est actuellement sous presse, qui sera dans les prochains jours, où donc
Les technologies de production sont les suivantes. On accompagne donc les destinations à l'échelle des provinces chinoises, 30 chinoises, période qui s'étend de 2009 à 2015 en utilisant des données hôtelières. Il y en aura après, il y a une campagne de disponibilité des données en tourisme de manière générale. On utilise souvent des données hôtelières pour faire de la comparaison à l'échelle des destinations touristiques. Donc nos ressources, nos facteurs ici sur données hôtelières relevés comme pouvoir du facteur capital et du travail à la fois. On avait plusieurs types d'inputs, un indicateur sur la fréquentation et un autre sur la partie revenu et recette. Ce qu'on a fait dans une, et c'est sur ça que je viens dans ce premier exemple, c'est qu'on a donc ensuite appliqué des tests d'indépendance. Alors ces tests d'indépendance, ce sont les tests, par exemple le test de Fusca-Wallis, qui est un test non paramétrique qui fonctionne avec la loi du Q2. La loi du Q2, vous avez peut-être vu en marketing parce qu'elle est très utilisée pour les problématiques liées au marketing. Donc, on va identifier l'appartenance à plusieurs groupes et on va chercher à savoir si l'appartenance à ces différents groupes étant constitués ici de ces indicateurs, qui sont des indicateurs relatifs au fait que les provinces tendent plus ou moins l'économie de marché, c'est-à-dire avec plus ou moins d'intervention de la part de l'État, le fait qu'il y ait un degré plus ou moins important dans ce qui concerne le numérique, d'autres indicateurs relatifs à la gouvernance, à l'ouverture internationale des provinces et également à la localisation géographique. Voilà. Et donc, on a testé en fonction donc, des degrés, ces différents indicateurs de chacune des provinces chinoises. On a identifié des groupes de niveau et on a cherché à savoir s'il y a une relation de dépendance entre la performance touristique donc des provinces chinoises et ces différentes appartenances à ces différents groupes. Et ce qu'on obtient, avec les petits astérisques ici, c'est que parmi les cinq groupes, les 5 éléments contextuels que l'on a identifiés, il y en a 3, à savoir de gouvernance, d'ouverture internationale et de localisation, qui ont un impact sur la performance. C'est-à-dire clairement le fait de se situer dans telle ou telle région en Chine, d'avoir tel ou tel degré d'ouverture ou tel système de gouvernance, ça a un impact clairement sur le résultat en matière de performance touristique des provinces. Voilà donc pour un premier exemple très rapidement de construction de technologies de production et de comparaison d'unités ici à l'échelle des provinces chinoises, avec en deuxième étape donc, des tests non paramétriques qui restent avant tout des tests d'indépendance. Je vais aller un petit peu plus en détail sur un deuxième exemple, parce que là, ce sont des destinations en Chine. Je vais prendre le cas des destinations françaises, un article écrit avec une collègue l'année dernière publié dans Analysis of Research. Donc, on a comparé les destinations françaises à l'échelle régionale, donc après la réforme, c'est-à-dire avec 13 régions françaises. Et ces 13 destinations, ces 13 régions françaises, nous les avons comparées en formant une technologie de production avec 2 inputs et 2 outputs, deux inputs encore une fois relevant du facteur capital et travail, avec le nombre d'employés dans le secteur du tourisme de chaque région française et les capacités à travers les données hôtelières, notamment le nombre de chambres, et 2 outputs reflétant d'une part le côté encore une fois fréquentation avec le nombre d'arrivées et d'autre part le côté rétribution économique avec la taxe de séjour. Alors, à souligner ici que nous n'avons pas pris en compte les recettes touristiques à l'échelle régionale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas en France de données d'une même source homogène dans les recettes touristiques à l'échelle régionale. Peut-être vous paraître étonnant, mais voilà, ce n'est pas une statistique dont on dispose avec un découpage régional. Donc les différentes données ont été issues du memento du tourisme. On reviendra d'ailleurs sur ce point après. Et dans une deuxième étape, nous avons identifié donc toute une série d'attractions touristiques que je vais présenter après, pour savoir si,
attractions touristiques dans chacune des régions françaises, est-ce qu'elles ont un impact oui ou non sur la performance. Donc vous avez le résultat ici. Il y a un colonne, le résultat qui s'interprète typiquement en pourcentage. Par exemple, bon, sans trop de surprise, ça correspond à ce qu'on toutes les études dans la région Île-de-France est efficiente à 100%, puisqu'elle a un score de 1 de 100%. Et prenons l'exemple d'une autre région connue maintenant, l'Occitanie, qui est inefficiente avec un score relatif de 88,6% ici. Cette performance relative donc, entre les 13 régions, nous avons cherché à l'expliquer. Et donc on a pris en compte plusieurs attractions touristiques, telles que la présence ou non de la littorale sur les régions, la présence de stations de ski ou non, les monuments classés, les musées, les musées de France, etc., etc. Donc on a cherché à savoir si c'est différents éléments issus des théories de l'attraction touristique, on a des attractions touristiques ici qui sont naturelles, qui reposent sur des ressources naturelles, qui ont été construites par l'homme. Est-ce que, selon le niveau d'attraction touristique de chacune des 13 régions françaises, il y a une relation ou non, un impact positif ou négatif de ces variables sur la performance que l'on vient de calculer, que vous avez donc dans ce tableau. Alors, à noter qu'ici, les recommandations que vous avez à droite en pourcentage qui sont les recommandations sur la quantité d'output qu'on peut obtenir en plus, ne se lise pas directement avec le niveau d'efficience, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on a calculé les scores de performance, on a cherché à savoir, à ressources données, combien des destinations pouvaient obtenir en plus au niveau de la taxe de séjour et du nombre d'arrivées de touristes. On était donc dans une orientation, rappelez-vous avec le graphique, à la verticale, ce qu'on appelle une orientation code. On cherche à savoir combien on peut obtenir en plus en utilisant autant. Donc techniquement, à travers la méthode, les scores qu'on retient sont strictement supérieurs à 1, et vous avez ici l'inverse des scores. Voilà. Donc une région efficiente n'a aucune amélioration possible, et une région inefficiente comme la région Occitanie avec un score de 88,6%, mathématiquement son score c'est 1 sur 0,88, ce qui donne 1,12 ici, ce qui signifie que la région Occitanie, afin de devenir performante, elle devrait, à niveau de ressources données, améliorer ses résultats, c'est-à-dire sa fréquentation touristique et ses retombées économiques de l'ordre de 12,88%, à peu près 13%. Et donc, dans une deuxième étape, on a testé effectivement ces différentes variables sur ces niveaux de performance. Et par contre, contribution de cet article qui est sorti l'année dernière, c'est que, comme mon collègue l'a dit lors de son introduction, le secteur du tourisme est un phénomène complexe. Cette expression est bien connue, elle est due à Goldner et Fichy, tourism is complex phenomenon. Oui, le tourisme est un phénomène complexe. Et si le tourisme est un phénomène complexe, ça signifie qu'on ne peut pas lier son étude d'un point de vue économique à ce qu'on appelle des effets nets et des relations linéaires avec des méthodes basées sur des tests symétriques. Parce que lorsqu'on utilise des approches fondées sur la régression, lorsque votre variable est significative, si elle est significative avec un signe positif, ça veut dire qu'elle impacte positivement la performance, si c'est négatif, qu'elle impacte négativement la performance. On appelle donc des tests symétriques. Le problème, c'est que si par exemple on obtient, en utilisant des approches courantes, que la présence de plage impacte positivement la performance, on n'a aucune recommandation pour les décideurs de destinations qui n'ont pas de littoral. On ne va pas leur inventer. Pareil pour ceux qui ont les stations de ski et celles qui n'en ont pas. Donc ces approches se limitent à ce qu'on appelle l'identification d'effets nets avec des relations symétriques. Bon, ça c'est un premier point. Donc nous, pour surmonter cette limite, on s'est appuyé dans cette deuxième étape sur la théorie de la complexité, en utilisant ce qu'on appelle la méthode FS-QCA. QCA, c'est l'analyse qualitative comparée, et FS,
Q17, c'est-à-dire avec des ensembles de flux. L'analyse qualitative comparée, en s'appuyant sur la théorie de la complexité, permet d'identifier des relations beaucoup complexes. Et par exemple, comme on le voit ici, le fait qu'une variable, elle peut jouer positivement ou négativement sur la performance des destinations touristiques selon son association avec d'autres variables. C'est ce qu'on obtient dans les principaux résultats de notre étude. Je vais mentionner ici, il y en a d'autres, je vais insister sur cela. C'est que lorsqu'on a testé ici donc, les variables musées, monuments, plages et ski sur la performance des destinations françaises, on obtient qu'il y a deux configurations qui permettent d'expliquer une bonne performance des destinations françaises. Une première configuration, ici, où en majuscule, ça signifie que la variable est présente, en minuscule, elle est absente. Et dans la première configuration, c'est-à-dire une configuration qui associe un nombre, on va dire, un nombre élevé de stations de ski, de kilomètres de plage, mais finalement peu de monuments référencés dans la destination. Et donc ça, c'est une première caractérisation qui permet d'expliquer la performance de destination, qui évidemment, derrière, nous permet d'identifier un certain modèle de cette destination, c'est-à-dire une certaine forme de consommation de la part du tourisme. Et vous le voyez, une autre configuration qui associe l'absence de plage de ski avec la présence de monuments référencés et de musées labellisés. Donc là aussi, un deuxième modèle de destination touristique pour atteindre une bonne performance qui correspondrait donc à un deuxième profil de tourisme. Donc on voit que finalement il y a plusieurs chemins qui mènent à la performance et on ne peut pas dire simplement si telle ou telle variable impacte positivement ou négativement la performance touristique. Il ne faut pas se limiter à l'analyse, comme on le fait bien souvent dans les approches économiques classiques, à l'analyse d'un comportement moyen. Il faut prendre en compte des méthodes qui permettent d'épouser toute la complexité du secteur touristique. En conclusion, avant que je redonne la parole à mon collègue, simplement, donc, je voulais dire un mot sur les choix méthodologiques concernant les variables que l'on utilise. Et je vais prendre un coup très simple qui est l'exemple des attractions touristiques, qui fait l'objet de la. Les attractions touristiques, dans toutes ces études sur la performance des destinations touristiques, elles sont utilisées soit en ressources, soit en éléments touristiques, en deuxième étape. Or, quand on modèle de Ritchie et Crouch, on s'aperçoit qu'elles sont au cœur du modèle de Ritchie et Crouch, elles constituent un pilier fondamental ces attractions touristiques. Et ce qu'on montre dans notre étude, c'est que les attractions touristiques sur un même échantillon, selon que vous les insérez en ressources dans votre technologie de production, c'est-à-dire en première étape pour calculer la performance, ou selon que vous la conservez pour un calcul de deuxième étape, parce que vous ne pouvez pas l'utiliser à la fois dans les deux si vous donnez des résultats biaisés, selon qu'on n'utilise pas en ressources, à l'arrivée, on obtient des scores de performance qui sont statistiquement significativement différents. Je pose quand même une question, et c'est là qu'il faut retourner en amont sur le cadrage théorique. S'il y a différence significative, le résultat que l'on propose, c'est des attractions touristiques. On doit suivre la théorie, on doit utiliser les ressources de destination, c'est-à-dire les premières étapes de calcul de performance. On ne peut les conserver en deuxième étape que si le fait de les enlever, elle n'implique pas des différentiels de performance significativement différents. C'est le premier point. Et le deuxième point, type d'étude, c'est l'inclusion d'outputs indésirables. Alors évidemment, les flux touristiques engendrent des retombées économiques que les destinations cherchent à optimiser, mais pas que. Le tourisme, ça génère aussi, par exemple, évidemment, de la pollution, ce qu'on appelle les bad outputs dans la littérature anglaise, les résultats, les outputs indésirables. Et ceux-là, ces outputs indésirables, on cherche à les maximiser, on cherche à les minimiser. Et la méthode de DEA, notamment, permet sans aucun problème de faire la distinction entre les outputs désirables que l'on cherche à maximiser et les outputs indésirables que l'on cherche à minimiser. Donc ça, c'est pas un problème d'un point de vue méthodologique d'incorporer ces environnementaux pour obtenir une performance globale qui ne soit pas uniquement économique et financière, mais également la partie environnementale. Le problème, que je voulais conclure, c'est la disponibilité des données. On a un grand problème de disponibilité
s'est arrêté à l'application du memento. Donc je ne pense pas qu'en tout cas ça va aller en s'arrangeant pour la disponibilité des données sur des comparaisons à l'échelle régionale ou à une échelle plus fine pour le cas de la France. Et évidemment, on ne dispose pas de toute manière de données désagrégées sur ces aspects environnementaux. Rappelez-vous, je l'ai expliqué précédemment, on n'a pas de données désagrégées à l'échelle régionale déjà sur les recettes touristiques régionales, hormis des études séparées sur les consommations touristiques en général menées par les régions. Donc les répercussions du tourisme à l'échelle environnementale sur les données désagrégées, c'est très très compliqué à obtenir. Et pourtant, on sait à travers les études disponibles à la littérature que le tourisme représente à peu près 8% des répercussions environnementales à l'échelle internationale. C'est vraiment une donnée très importante qu'on doit prendre en compte. Mais Laurent va vous en parler, puisque je vais lui redonner de suite la parole et il va nous expliquer pourquoi on descend justement à une échelle plus fine. C'est l'objet de notre programme à l'Académie du tourisme. Et bien là, on peut, avec des démarches beaucoup plus qualitatives, aller récupérer des données beaucoup plus pertinentes. Je vous remercie. Merci Nicolas, je pense que tu as entendu les applaudissements. Oui, merci. Parfait. Je vais lancer donc, reprendre mon diaporama. Je te remercie pour cette présentation détaillée. Normalement, les étudiants ont bien noté qu'il y avait une différence entre les acronymes suivants, DMO, DMU, DEA, OGD, même si les DMO peuvent être des DMU. Ça peut être une question d'examen pour ceux qui ont vraiment bien suivi. Alors, comme l'a dit Nicolas, on va enchaîner avec la réflexion sur la nécessité de descendre d'un cran au niveau opérationnel. Donc là, les approches que vous a présentées mon collègue sont, vous l'avez compris, des approches qui représentent ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en termes de technique d'évaluation de la performance. Il a bien mis l'accent sur la difficulté d'appliquer ces techniques à des échelons qui peuvent être ensuite à des échelons locaux. Puisque vous l'avez vu sur les articles qu'il a présentés, il a travaillé d'une part sur les provinces chinoises, d'autre part sur les régions françaises. Donc on est sur des périmètres élevés de territoire. Alors, justement, on va descendre un petit peu la focale et s'intéresser aux OGD à un niveau local. Alors, quand on essaie d'adopter une vision managériale des OGD, on se rend compte que les différentes facettes de la gestion interviennent. Donc le marketing, le contrôle de gestion, la gestion des ressources humaines. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec l'exemple de l'Office de tourisme de Bretagne, à la Fédération des offices de tourisme de Bretagne, qui cherchait à attirer les ressources humaines sur son territoire. Donc ces différentes facettes, elles représentent à l'international ce qu'on appelle le courant de recherche sur le management de destination. Et ce courant de recherche, je vous indique dans la diapositive à droite une des revues. Alors, cette revue elle a l'avantage d'être en accès libre, donc je vous invite à vous rendre sur le site de la revue European Journal of Tourism Research qui vous propose en accès libre les articles de recherche. Alors, ce courant de recherche, il existe à l'international, mais on le retrouve peu en France. Ça aussi, c'est paradoxal. Au final, on est la première destination touristique au monde et on cherche peu à comprendre ce secteur économique. Alors, il existe tout de même des recherches sur le sujet. Je vais en citer quelques-unes. Alors, Vincent Blesse, que mes collègues connaissent, ou plus récemment en 2006, Catherine Gundolf et ses co-auteurs sur la question des stratégies collectives, et encore plus récemment, Zaman et ses
ses co-auteurs en 2017. On a aussi, au niveau du Québec, des travaux d'un centre spécifique en recherche sur l'excellence des destinations, donc qui s'intitule le Centre mondial d'excellence des destinations. Donc il y a un courant francophone sur la recherche de compétitivité et performance des destinations, mais principalement il existe dans les revues anglophones, comme Nicolas vous l'a présenté juste avant. Alors, pour pallier justement à ce manque de connaissances sur les OGD, ce manque de connaissances en langue française sur les OGD, j'ai lancé avec un collègue de l'université de Nice, Jacques Spindler, un appel à proposition pour constituer un recueil de connaissances sur les OGD. Donc un ouvrage vient de paraître. J'ai reçu d'ailleurs ce matin le mail de ma secrétaire du laboratoire m'indiquant que les ouvrages que j'avais commandés ont été enfin livrés. J'espérais pouvoir en amener un pour Jacinthe. Je peux l'envoyer Jacinthe par la poste. Et donc cet ouvrage constitue donc un recueil de connaissances sur les OGD et est édité dans la collection Graal, que vous connaissez certainement. J'ai vu dans les vitrines de l'ISTIA certains ouvrages de cette collection, donc édités par l'Armatan. Alors, pourquoi est-ce que j'introduis cet ouvrage? Parce que maintenant, là, dans ce troisième temps de la conférence, je vais prendre en exemple le chapitre que j'ai rédigé dans cet ouvrage avec une de mes doctorantes, Caroline Leroy. Mais avant de préciser les éléments de ce chapitre, je vous dresse un panorama des 15 chapitres que vous pouvez retrouver dans cet ouvrage. Donc 15 chapitres répartis en deux parties. Une partie plutôt conceptuelle, une autre plutôt contextuelle, c'est-à-dire des chapitres rédigés d'une part par des universitaires, d'autre part par des professionnels du secteur. Alors, parmi les chapitres théoriques produits par les universitaires, je vais vous donner 4 exemples qui peuvent vous donner des pistes sur les sujets qui sont étudiés actuellement quand on s'intéresse aux OGD. Premièrement, la question de la commercialisation de la destination. Alors c'est un chapitre qui a été réalisé par Luc Béal, Lanchi Anne et Mustafi Zaman. Alors Luc Béal est un collègue de Sud de La Rochelle, Lanchi Anne également, et Mustafi Zaman est un collègue de l'école de management de Normandie. Dans ce chapitre, ils étudient comment l'OGD doit se positionner comme un tiers de confiance dans la commercialisation de la destination. Et ils font l'analogie avec la plateforme que vous connaissez toutes et tous, Booking, l'OTA, en indiquant que cette OTA est caractérisée par ce qu'on appelle en théorie une asymétrie d'information entre le producteur et le consommateur. Et donc, ça nécessite souvent l'intervention d'un tiers de confiance. C'est l'OGD qui peut se positionner comme ce tiers de confiance sur la destination. Et donc, qui peut venir rétablir une symétrie d'information entre l'offre et la demande. Alors, un autre chapitre qui relève certainement d'un sujet que vous choisirez dans le cadre de vos mémoires, et l'objectif ici pour moi est de vous montrer que dans le domaine de la recherche, eh bien, c'est aussi un sujet qui intéresse les chercheurs. C'est celui de la ludification ou gamification en anglais. Donc mes 3 collègues de l'Université de Perpignan, Aurélie Corne, Saïda Merassi et Véronique Massot, en proposent une analyse en étudiant comment les OGD peuvent miser sur la ludification de leurs attractions touristiques pour permettre une expérience touristique qui va être une expérience partagée, notamment au sein de la famille. Donc c'est un chapitre qui traite de l'expérience client, de l'expérience touristique, dont on a déjà parlé à différentes reprises. Un troisième chapitre sur lequel je veux apporter un peu de lumière, c'est celui rédigé par 2 collègues universitaires de l'IAE Toulon, Jean-Baptiste Falcuto et Corinne Van der Riot. Alors nos 2 collègues font une analyse sur un marché spécifique
qui est le tourisme sur un territoire qui est celui de la Dracénie, Provence-Verdon. Alors pour vous indiquer que l'OGB est responsable de la mise en tourisme de son territoire, on parle même souvent de valorisation touristique des patrimoines. Ici, l'idée, donc, chère à l'énotourisme, est de valoriser le patrimoine lié au vin et à sa culture. Et enfin, un dernier chapitre sur la gestion de crise, et donc comment les OGB peuvent intervenir sur leur territoire pour gérer la crise du Covid-19. Alors, le terrain qui est étudié dans ce chapitre est le terrain, c'est indiqué dans le titre du chapitre, marocain de la destination Marrakech. Donc le chapitre a été rédigé par 2 collègues de l'université de Marrakech et plus particulièrement de son antenne des Saouira. Alors ce panorama, je l'utilise pour vous montrer que la recherche sur les OGB, la recherche sur le management du tourisme, elle a une réalité internationale, elle a aussi une réalité francophone, et donc on est de plus en plus de chercheurs à travailler sur les OGB et à essayer de les accompagner dans leur stratégie et pratique. Dans cette diapositive que je vais passer rapidement, je vous montre donc la première de couverture de l'ouvrage ainsi que les 26 auteurs qui y ont contribué. Alors pour ceux qui connaissent la collection Graal, vous n'êtes pas sans savoir que d'autres ouvrages peuvent vous intéresser. J'ai pris ici 3 exemples. Tout d'abord celui qui concerne les contrats de destination, qui a été piloté par Sébastien Bédé et Jacques Spindler. Puis celui qui concerne le tourisme hivernal, piloté par mon collègue donc Nicolas Bécoq et Jacques Spindler. Et enfin, celui qui traite des labels et marques territoriales, qui a été piloté par Marielle Salvador et Jacques Spindler. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, est sorti dernièrement un ouvrage de cette collection sur les OGB. C'est le premier ouvrage en langue française sur le sujet. Alors, je vais vous présenter maintenant en détail le chapitre que j'ai coécrit avec Caroline Leroy dans cet ouvrage, qui est un chapitre qui s'intitule de l'impact à la performance environnementale du tourisme, mesuré pour piloter durablement les territoires. Alors, je reviens sur le titre, mais normalement vous devez le trouver explicite, notamment parce que nous avons expliqué que la mesure permet le pilotage. Alors, ce qu'on essaie de vous proposer cet après-midi avec mon collègue, c'est une approche double. Vous montrer que d'une part, la recherche avance à la technicité des outils qui peuvent être utilisés, et dans un deuxième temps, c'est ce que je vais vous montrer désormais, la recherche avance en essayant de faire en sorte que ces outils soient au plus près des acteurs. Le terme que je vais donc beaucoup utiliser, c'est la pertinence. Parce que sur les outils de mesure, en compétitivité et en performance, généralement, on oscille entre ces 2 axes. L'axe de la rigueur, c'est-à-dire l'axe des outils, de leur technicité. Et vous avez vu, on peut faire des choses très techniques. Nicolas a parlé, par exemple, de rendement d'échelle constant, variable. Donc là, ça lance des pistes sur des sujets qui sont hautement techniques, mais nécessaires pour comprendre la réalité du phénomène complexe qu'est le tourisme. D'un autre côté, et parler aux opérateurs sur le terrain, aux OGB. Donc on doit trouver le juste milieu. C'est la même problématique quand on s'intéresse à la performance environnementale. Alors les travaux sur la performance environnementale, ils ont été initiés il y a déjà quelques décennies. Je vais vous donner une référence, c'est celle de Gosling, qui en 2002 montre déjà les nombreuses conséquences du tourisme sur l'environnement. Là où on peut collectivement être embêté, c'est que c'était déjà en 2002. Et aujourd'hui, on est en 2022 quasiment, et on ne sait malheureusement
toujours pas comment opérationnaliser toutes ces mesures. Alors, vous allez voir comment est-ce qu'on essaie d'y participer avec le dispositif pilote pour ADN Tourisme. Donc, je donne des exemples de conséquences négatives du tourisme, bien entendu. L'artificialisation des sols, la consommation des ressources territoriales en eau, etc., etc. Nicolas a déjà annoncé cette statistique. 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues au tourisme, dont 75% à cause des transports. Bon, ben, malheureusement, on est tous collectivement fautifs, puisque je suis venu en voiture hier et je vais rentrer ce soir à Perpignan et vous êtes venu en bus, donc vous êtes peut-être moins fautifs que moi. Mais nous avons individuellement des impacts. Bref, tout ça pour indiquer également que l'ADEME transforme ces valeurs en aspect monétaire, ce qui permet justement de les intégrer plus facilement aux logiques de production touristique. Et on sait par exemple qu'en 2017, eh bien, les impacts environnementaux du tourisme étaient estimés à près de 30 milliards d'euros. La question qui vient ensuite, pour ceux qui ont fait un peu de comptabilité, elle est de savoir quelle partie prenante, les organisations que sont les OGD, quelle partie prenante peut faire valoir justement ces 30 milliards d'euros. Et la problématique très simple, l'environnement n'a pas de personnalité juridique pour faire valoir les dettes que les organisations ont envers lui. Puisque, si je fais la parenthèse avec la comptabilité, rappelez-vous bien, quand on étudie le bilan d'une entreprise, on liste les tiers qui ont donc, pour lesquels pardon, l'entreprise a une dette, eh bien, on liste en général les apporteurs de capitaux, l'État, les banques, les fournisseurs, les clients, les salariés, ça en fait 6. Et il serait bon qu'on crée des normes nous permettant d'ajouter l'environnement. Alors, tout ça c'est un courant de recherche très fort sur lequel on se base avec Caroline Leroy pour réfléchir sur comment mesurer les effets du tourisme sur l'environnement. Et dans la diapositive qui suit, je vous présente une partie des indicateurs environnementaux que nous mettons en lumière dans le chapitre. Donc l'objectif de notre chapitre a été de faire ce qu'on appelle un état de l'art, des indicateurs environnementaux existants et étant à disposition des OGD. Alors, ces indicateurs, pour pouvoir les comprendre, il faut les ranger par dimension, par thématique. Et donc, généralement, ils sont présentés suivant les thématiques suivantes: l'eau, l'énergie, la biodiversité, l'air, les déchets et les infrastructures et nuisances. En fonction de toutes ces thématiques, on peut lister une batterie d'indicateurs qui est très conséquente. Donc cette batterie d'indicateurs permet deux choses. Premièrement, eh bien, de mesurer une condition environnementale, ce qu'on appelle les indicateurs de conditions environnementales, ICE. Alors, ces indicateurs permettent de faire un bilan à un instant T de la situation environnementale, de la condition environnementale d'un territoire. Et le basculement vers la performance touristique, il est justement la prise en compte des actions mises en œuvre par les OGD qui peuvent se traduire par des indicateurs spécifiques. Si vous voulez un exemple dans le tableau que je vous présente, c'est par exemple sur la biodiversité, la part du territoire qui va être classée, les zones Natura 2000, etc. Donc cette part, c'est une réponse de l'OGD, de l'acteur en charge du territoire, en faveur d'une minimisation des impacts environnementaux. Alors il faut noter que ces indicateurs justement de performance environnementale, ils sont pour certains déjà intégrés au modèle de compétitivité touristique. L'exemple que je viens de prendre sur la part du territoire qui va être classée ou inscrite, donc les espaces naturels sensibles, Natura 2000, je disais, ou les réserves naturelles, cet aspect-là, cet indicateur est déjà intégré au modèle de compétitivité touristique du World Economic Forum, c'est-à-dire qu'il intervient déjà
comme un facteur explicatif de la compétitivité d'une destination. Donc, les OGD disposent d'une liste conséquente d'indicateurs pour pouvoir piloter leur performance environnementale et la performance environnementale de leur territoire. Pour autant, eh bien, ils rencontrent des difficultés pour les mettre en œuvre. Alors ces difficultés, on en a déjà un petit peu parlé, mais il faut que j'y revienne. Premièrement, les difficultés sont théoriques. Et ces difficultés théoriques, elles viennent du fait que les modèles sont souvent non adaptés à l'échelon territorial qui concerne l'OGD local. Et donc, là on a un problème, c'est qu'on ne dispose pas des modèles permettant d'expliquer la compétitivité à un échelon d'une commune, par exemple. Donc il nous faut travailler à la production de modèles explicatifs en ce sens. J'y reviendrai. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est la difficulté ou les difficultés méthodologiques. Alors malgré toute la technicité que nous proposent certains outils, Nicolas a donné des noms de méthodes que vous avez certainement notés, mais que je peux répéter. La méthode DEA pour Data Environment Analysis, la méthode FSQCA, la méthode ELECTRE. Toutes ces méthodes, notre travail consiste à envisager leur application dans le champ du tourisme. Mais ces méthodes, elles ont parfois leurs points faibles. Et leur point faible, c'est souvent la capacité à, quand on s'intéresse à l'environnement, eh bien, prendre en compte la juste imputation des impacts environnementaux à la seule activité touristique. Alors l'ADEME y réfléchit beaucoup en parlant de niveau de touristicité des activités économiques. Alors dans le cas d'un hôtel, par exemple, eh bien, le niveau de touristicité est 100%, c'est-à-dire qu'on est dans le cas de secteurs qui dépendent à 100% de l'activité touristique, mais dans le cas d'un restaurant, par exemple, ce n'est pas forcément le cas. Donc la difficulté, c'est de savoir quelle est la valeur du paramètre. Un restaurant, sur la ville de Foix par exemple, quelle est la part de sa clientèle qui relève du tourisme et quelle est la part de la clientèle qui donc ne relève pas du tourisme. Alors, la réflexion sur le tourisme local, comme on en parlait tout à l'heure, eh bien rajoute de la difficulté à fixer ces paramètres. Pour autant, c'est de la valeur de ces paramètres que va dépendre la qualité de l'analyse de performance que l'on fait ensuite. Troisièmement, eh bien, on rencontre des difficultés managériales. C'est un point sur lequel je vais venir en suivant, c'est l'idée, c'est pas de créer du chiffre pour du chiffre. Il faut que ces chiffres soient utilisés. Et soient utilisés à bon escient. Donc la difficulté, c'est de ne pas mettre en œuvre un management par le chiffre, mais faire en sorte que les acteurs traduisent correctement les indicateurs produits et les utilisent à bon escient. Donc ceci renvoie à des approches plus qualitatives, voire plus sociologiques, en sociologie des organisations, où on peut mobiliser des théories comme la théorie de la traduction ou celle des représentations sociales. Donc, notre objectif, c'est de produire des outils, mais des outils de gestion de la performance, alors notamment environnementale. Et bien pour les produire, ça doit passer par la quête d'un consensus entre toutes les parties prenantes, avec la question de l'intégration de l'environnement naturel dont je parlais tout à l'heure. Comment faire en sorte que l'environnement naturel prenne toute sa place parmi les parties prenantes? Par qui le représenter? Alors pour aborder cette question de la performance environnementale, nous travaillons actuellement dans deux axes. Deux axes donc nous permettent d'aborder cette question du management responsable des territoires, du comment faire. Le premier axe de travail, il rejoint une recherche qui correspond à un projet qui s'appelle le projet Pilote. Pilote, c'est à nouveau un acronyme. Ça fait beaucoup d'acronymes cet après-midi, mais en synthèse, là, sur 2 heures, on essaie de vous proposer un fil conducteur entre tous ces éléments. Pilote, ça veut dire pilotage des organismes touristiques, donc ce que j'ai appelé précédemment les organismes de gestion de destination.
Et donc pilote, c'est un outil de pilotage des destinations. Donc justement, son objectif, c'est de concrétiser tous les éléments dont nous avons parlé précédemment. Alors, ce pilotage, il se fait de deux manières. Dans un premier temps, en interne. Parce qu'un OGD, c'est une structure qui utilise des ressources. Et comme l'a rappelé Nicolas, la théorie économique considère que les ressources, eh bien, prioritairement, il y en a deux types, travail, capital. Donc, dans un premier temps, comment est-ce que l'OGD optimise ses ressources socio-économiques? Et deuxièmement, parce qu'on est dans le champ du tourisme avec ses particularités, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en citant Deville et Leleu qui, en 2010, invitent les chercheurs à produire des indicateurs de performance adaptés au secteur. Et bien là, l'idée consiste à dire qu'il nous faut aussi avoir des indicateurs de touristicité pour le territoire. Je vais y venir en vous présentant le modèle de l'indice de touristicité. Donc ces deux axes, indicateurs socio-économiques et indicateurs de touristicité, sont concrétisés dans un outil qui est en ligne, qui est une plateforme, qui est mise à disposition des OGD français par leur fédération ADN Tourisme. Pour rappel, la fédération ADN Tourisme regroupe l'ensemble des OGD français, quelle que soit leur région territoriale, locale pour les offices de tourisme, départementale pour les ABT, régionale pour les CRT. Donc cette plateforme, vous voyez envoyer une capture d'écran en bas à gauche, et je vais y revenir dans les diapositives suivantes. Alors le deuxième axe de la réflexion correspond à une recherche qui est menée avec le Comité régional du tourisme des loisirs Occitanie, le CRTLO, dans laquelle on essaye de co-construire un tableau de bord équilibré. Alors équilibré, normalement, pour ceux qui ont fait un peu de contrôle de gestion, ça va vous rappeler les travaux de Kaplan et Norton avec le Balance Scorecard, le tableau de bord équilibré. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie mettre en œuvre un tableau de bord qui tienne compte de toutes les dimensions de la performance. Et Nicolas a pris le temps tout à l'heure de vous exposer le modèle qui est notre modèle de référence, le modèle de Ritchie et Crouch, dans lequel il y a bien 4 dimensions de la performance, en partant de la dimension économique et en allant jusqu'à la performance environnementale. On ajoute ensuite la performance pour la population locale et la performance maritime client. Donc l'idée, c'est de co-construire un tableau de bord qui soit équilibré sur ces différentes dimensions pour permettre le pilotage de notre région touristique. Alors cet outil, il doit forcément être collaboratif, puisqu'il faut qu'il tienne compte de l'ensemble des parties prenantes. C'est lié du consensus dont je parlais tout à l'heure. Alors, ça peut paraître louable comme objectif, mais quand il s'agit de le faire, là c'est une autre terre de manche. C'est pour cela qu'il faut qu'on s'organise en termes de recherche pour organiser le dispositif visant à atteindre cet objectif. Et donc certainement, tout ceci aboutira à repenser aussi le modèle de gouvernance de la destination et la destination occitanie. Alors, je vais maintenant faire un petit zoom sur la plateforme pilote, sur le projet pilote, en vous présentant l'indice de touristicité qui relève de ce qu'on appelle les ITT, les indicateurs de touristicité territoriale. Alors, rappelez-vous mes premiers mots sur la performance touristique. Eh bien, il faut mettre en place une comparaison qui soit pertinente pour les acteurs. Donc, il faut que cette comparaison elle soit en lien avec le potentiel touristique des territoires. Et en fait, quand on analyse les ressources dont disposent les OGD, eh bien, on retrouve le capital, le travail, mais aussi le territoire. À ce moment-là, la question qui intervient, c'est comment est-ce qu'on fait pour mesurer le potentiel touristique d'un territoire, surtout à un niveau local? Eh bien, en fait, il n'existait pas de modèle permettant de le faire. Donc, on a créé en 2015 un modèle qui est celui de l'indice de touristicité. Donc, cet indice, c'est ce qu'on appelle un indice synthétique, parce qu'en fait, il va agréger des dimensions différentes qui expliquent le tourisme sur un territoire. Alors, on s'est basé, bien sûr, les modèles dont on a déjà parlé à plusieurs reprises,
le modèle Ritchie Crouch, le modèle du World Economic Forum. Sauf qu'on est allé plus loin et on a co-construit ce modèle avec la Fédération des OGB. Ça donne la petite capture d'écran que vous avez en orange en bas à droite, qui est un modèle qui va nous permettre de mesurer sur une échelle qui au maximum va jusqu'à 131 points le potentiel touristique d'un territoire. À quoi est-ce que ça sert? Ça sert à pouvoir faire des catégories de territoires et à pouvoir faire de la comparaison pertinente. Nicolas parlait tout à l'heure de créer des groupes de destination pour mettre en place des analyses qui permettent ensuite de traduire les différentiels de performance en termes de stratégie. Pour cela, il faut disposer d'outils permettant de tenir compte du contexte. C'est ce que l'on fait à partir de l'indice de touristicité. Alors sur la gauche, dans la diapositive, je vous présente toutes les comparaisons possibles sur la plateforme pilote. Donc il faut imaginer tous les OGD français, notamment au niveau de l'échelon local, qui complètent des champs de données sur cette plateforme afin de disposer d'indicateurs de performance, de tableaux de bord, et ensuite qui leur permettent de se comparer à d'autres destinations. Donc on est vraiment dans l'analyse de la performance pour permettre l'amélioration des pratiques. Alors, quelques mots quand même de réflexion sur cet indice de touristicité. Donc il est au cœur véritablement du système de mesure de la performance des OGB. Parce qu'il assure cette comparaison, c'est le schéma que je vous montrais dans la diapositive précédente, avec les différents types de segmentation possibles. Alors cette comparaison, elle permet ensuite justement d'être source de création de valeur. Alors toutefois, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a une limite. La limite est très simple. Eh bien, on est obligé de considérer que les territoires sont dotés de manière hétérogène en ressources. Et justement, l'indice de touristicité est là pour capter cette hétérogénéité. Parce que quand on s'intéresse à l'efficience des OGD, l'idée, c'est justement d'aller plus loin dans une analyse qui consiste à dire que ce sont les destinations les plus fréquentées qui vont être les plus performantes. Et c'est ça aussi l'analyse de l'efficience. Au final, ramener à la fréquentation drainée sur le territoire, c'est souvent les OGD de destination en marge des grands flux touristiques qui sont les plus efficients. Parce que justement, ils sont capables, à partir de ressources relativement faibles, de drainer un flux de touristes considéré comme conséquent. Donc, cette question de l'hétérogénéité des ressources, il fallait qu'on soit capable de la capter. On le fait avec l'indice de touristicité. Pour autant, eh bien, cette logique considère que les ressources sont toutes les mêmes, sont homogènes. Dit autrement, on va considérer que tous les sites UNESCO sont identiques. Et ce qu'on va mesurer, c'est la dotation en sites patrimoniaux, alors sans aller toujours jusqu'au site UNESCO. Donc la dotation en ressources patrimoniales du territoire. Mais il y a des travaux, alors relativement récents, ceux de Lorido et Tarondo en 2006, qui expliquent que ces ressources, elles ne sont pas, somme toute, si homogènes que ça. Donc ça, c'est la phase encore supplémentaire de l'analyse qui consiste à faire ensuite de l'étude qualitative sur le territoire. Alors, à partir de ce modèle de l'indice de touristicité, je vous montre à droite, dans la diapositive, le détail du modèle, c'est-à-dire le nombre de points, par exemple, en termes d'accessibilité pour un territoire, obtenu à partir de 5 facteurs, donc les accès routiers, trains, aéroportuaires, portuaires, mais également la proximité avec une agglomération de taille conséquente, ce qui est le cas de Foix vis-à-vis de Toulouse. Donc tout ça, ça apporte au maximum 25 points pour un territoire, et ça nous permet de mettre en place des segmentations qui sont considérées comme légitimes par les acteurs du tourisme. Pour quelle raison? Parce que le modèle a été co-construit. Ça, c'est un point important qu'il faut garder en tête. Ce qu'on met en place, c'est une recherche-action, c'est-à-dire une recherche qui est ensuite en lien avec les acteurs du terrain pour que les outils leur parlent. Alors justement, je vous montre quelques captures d'écran issues de la plateforme Pilote. Alors tout d'abord, sur la gauche, vous avez une carte
pouvez reconnaître la Nouvelle-Aquitaine. Et peut-être que c'est un petit peu petit pour vous, quoique on le voit quand même assez bien. Ce que vous pouvez identifier, c'est en rouge eh bien, des niveaux, des valeurs, qui sont en fait des niveaux de touristicité. Donc en fait, ce qu'on a fait ici sur cette carte, c'est qu'on a représenté pour chacun des OGD de Nouvelle-Aquitaine le niveau de touristicité de son territoire. Ce qui permet de faire des segmentations qui dépassent les segmentations classiques, littoral, urbain, rural, montagne. On dépasse cette logique-là, puisque aujourd'hui, on le sait, eh bien, les comportements touristiques sont aussi complexes que notre vie au quotidien. Donc il faut qu'on dispose de différents outils de segmentation. Donc, deuxièmement, dans cette diapositive, je vous montre dans la partie haute, justement, une petite capture d'écran de la plateforme pilote qui montre, dans le cas d'un OGD, eh bien, son niveau de touristicité qui est à environ 59 points ici. Et surtout, ce que vous voyez ensuite à droite, c'est la position Q4, ce qui veut dire en fait quartile 4. Alors pour ceux qui ont fait un petit peu d'Excel avancé, vous vous rappelez peut-être la fonction quartile qui permet de couper en 4 segments de taille égale une population. C'est ce qu'on fait ici, c'est-à-dire qu'on identifie des segments à partir du niveau de touristicité. Q4 étant le segment pour lequel le niveau de touristicité est le plus élevé. Donc ce qu'on fait dans un deuxième temps, c'est qu'on va comparer les destinations et comparer les OGD au sein de ce segment, ce qui permet véritablement de dépasser les segmentations habituelles et d'apporter une analyse et un diagnostic innovant et pertinent. Surtout que, et c'est là la question, et c'est pour cela que j'ai mis en gras le terme de l'efficience, en fait, la question est la suivante. Vis-à-vis de ce potentiel touristique, est-ce qu'il est correctement employé? Dit autrement, est-ce que l'OGD est efficient? Donc pour le savoir, eh bien, collectivement avec les OGD, on met en place du benchmarking pour de la progression. Alors, concrètement, je vais vous montrer tout à fait comment ça se passe dans la diapositive suivante. Alors, là vous voyez différentes choses. Vous voyez d'abord une petite capture d'écran dans la partie basse qui montre ce que malheureusement on a vécu pendant ces 2 dernières années, c'est-à-dire beaucoup de temps passé derrière nos ordinateurs sur Zoom. On a encore utilisé Zoom aujourd'hui, mais au final, il y a des aspects positifs à ces outils, notamment le fait que j'ai pu travailler ces 2 dernières années avec énormément de groupes d'offices de tourisme sur la France entière. J'étais encore en atelier mardi après-midi avec des OGD du sud-ouest de la France, donc de Nouvelle-Aquitaine, et on travaille dans le cadre d'ateliers d'exploitation à la traduction de ces indicateurs en termes de stratégie sur le terrain. Parce qu'en fait, à partir de toutes ces données que l'on va récolter, vous l'avez compris, à partir de la plateforme pilote, donc dans une logique bottom-up, plutôt qu'une logique top-down de données secondaires, comme en parlait tout à l'heure Nicolas, avec notamment la source qui était feu le mémento du tourisme, puisque ça n'existe plus, malheureusement. Il y a aussi une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en septembre, la décision a été prise de stopper la production de données à un niveau national sur le tourisme. Alors, stopper dans un premier temps, on l'espère, pour que tout ça soit restructuré. Donc, heureusement, d'un autre côté, on a les acteurs du terrain, ici à BN Tourisme, qui travaillent à créer de la donnée en logique bottom-up. Alors, la logique bottom-up, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on part de chacun des offices de tourisme de France et on récolte des données auprès de chaque office. Ensuite, en agrégeant, on obtiendra, on espère, des données fiables. Donc, à partir de ces données, ce qu'on peut calculer, eh bien, c'est des niveaux de performance au niveau national. Et donc, par exemple, je vous montre eh bien, des éléments qui sont des éléments porteurs de sens pour les OGD. C'est par exemple la médiane nationale sur la productivité fiscale des biens marchands. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait la valeur en euros qui est produite par un bien marchand en France. Alors c'est une médiane, c'est-à-dire qu'on va avoir une population de taille équivalente au-dessus de cette médiane et une population de taille équivalente en dessous de cette médiane. La médiane ici est à 25,50. Attention, remarque importante, la médiane est calculée en fonction de la base de données
À l'époque, quand j'ai fait cette capture d'écran, on a vu une base de données qui n'était pas la base de données de l'ensemble des OGB français. Mais je garde pour moi l'information de la médiane nationale sur la productivité fiscale du marchand, parce que vous vous rendez bien compte que c'est une information qui a de la valeur pour pouvoir ensuite identifier sur les destinations qui sont en dessous de cette médiane, quelles sont les stratégies à mettre en place pour progresser. Voilà pourquoi on a aussi des calculs d'écart qui permettent justement de positionner les destinations qui vont se trouver au-dessus de la médiane et en dessous de la médiane. Donc dans ces ateliers d'exploitation, on réfléchit aux stratégies, on réfléchit aux pratiques pour essayer d'améliorer la réalité du tourisme sur tous les territoires. Alors, 15h55, encore 3-4 minutes pour la dernière diapositive de synthèse, dans laquelle je rappelle quel est notre objectif. Donc, j'ai pris le temps tout à l'heure de présenter rapidement mon équipe au sein de l'Université de Perpignan, au sein du laboratoire Crézel. Ce qu'on cherche à faire, c'est créer des connaissances sur la compétitivité et la performance durable des territoires, essentiellement sur la question de la mesure. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des indicateurs de performance qui sont essentiellement agrégés, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte de la complexité du secteur touristique et de la complexité du concept qu'est la compétitivité touristique. Rappelez-vous le schéma qui représente le modèle de Ritchie et Crouch. Si vous êtes allé sur le web en chercher une capture d'écran plus nette que celle que je vous ai présentée tout à l'heure, vous avez vu l'ensemble des facteurs. Nicolas disait plus de 30, effectivement il y a 36. Toute cette complexité, il faut qu'on puisse l'approcher, la mesurer. On le fait avec différents outils présentés tout au long de ces 2 heures. Alors cette approche, elle est normative, c'est-à-dire qu'on fait du benchmarking pour aussi indiquer les niveaux de performance en termes de normes à atteindre, mais elle est aussi explicative. Comme vous l'a exposé Nicolas, on peut faire des tests d'hypothèses, on peut donc identifier les chemins de performance pour essayer ensuite d'accompagner les opérateurs sur le terrain. Alors, voilà pourquoi sur la droite de la diapositive, je vous présente un triptyque. Donc un triptyque, c'est en gros une construction intellectuelle en 3 temps. D'accord? Donc les 3 temps, je voudrais que vous gardiez en tête, cet après-midi sont les suivants. D'abord, la réflexion sur l'efficience des ressources. C'est l'objectif. Utiliser au mieux les ressources. Ne pas les gaspiller. À l'aune de la performance environnementale, c'est crucial. Ensuite, l'objectif est d'utiliser une logique multicritère. Ça, c'est le lien avec la complexité. Et enfin, la pertinence pour les OGB. Donc ces 3 dimensions représentent véritablement le leitmotiv de notre production scientifique. On essaie donc sans cesse d'améliorer le degré de pertinence de nos outils en les diffusant auprès des opérateurs sur le terrain. Alors, la principale perspective, mais j'ai donné quelques pistes, elle tient justement à la prise en compte des effets environnementaux dans la mesure de la performance des OGB. Je vous ai montré qu'il existait des indicateurs. La question reste de opérationnaliser ces indicateurs. Pourquoi? Pour mettre en place une performance touristique qui peut être considérée comme performante, mais aussi performative en faveur d'un tourisme plus responsable. Donc je vois qu'il est 15h58, je vais m'arrêter là. Et je vous remercie pour votre attention.